Salut à toutes et à tous. Vous le savez, Universal Analytics est mort dans moins de 30 jours. Qu'est-ce qu'est Universal Analytics? C'est la troisième version des statistiques Google pour analyser les trafics sur votre site internet. Vous me direz, il va y avoir une mise à jour et ça va continuer. Hélas, non. En fait, ils vont arrêter de collecter avec cet outil où est-ce que vous pouviez aller collecter et analyser vos statistiques. Et ils passent sur la version 4 qui s'appelle GA4, Google Analytics 4. Il faut reparamétrer un nouvel outil de stats qui va être assez diamétralement différent. Déjà, nous, pour la plupart, on vous a déjà collecté, paramétré cet outil depuis 6 mois à 1 an, ce qui a permis de collecter de la donnée et de pouvoir comparer, par exemple l'année prochaine, par rapport à cette année. Même si on continue à analyser les statistiques pour cette saison sur Universal Analytics, il va falloir basculer petit à petit sur la nouvelle version GA4 parce qu'on n'aura plus les données à partir de l'automne 2023. On n'aura plus de données sur cette Universal Analytics. Pour ça, en exclusivité, aujourd'hui, on vous a préparé un livre blanc, c'est-à-dire c'est un tutoriel de toutes les informations clés pour retrouver ces statistiques qualitatives performantes, savoir où est-ce qu'on y va vu que c'est un environnement un petit peu différent. Par exemple, je vous tease, il n'y a plus le taux de rebond. Le taux de rebond, vous saviez, c'est le nombre de personnes qui repartaient de votre site sans avoir cliqué quelque part sur votre site internet, donc il n'y avait pas fait d'interaction. Ça, ce sera le taux d'engagement, donc il est inversé. C'est-à-dire qu'on verra le nombre de personnes qui s'engagent dans le site internet, donc qui font un clic et qui vont visiter, qui vont en tout cas plus loin que juste arriver sur votre site internet. Plein de petites astuces comme ça qui sont listées dans le livre blanc qu'on vous donne en exclusivité sur cette vidéo. Donc ce sera dans le descriptif de la vidéo. Également, il y a Tristan qu'on va retrouver qui va vous faire un détail de la vidéo, qui va vous expliquer une sorte de petite formation sur cet outil qui reprend le document. N'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour nous poser des questions. On va l'affiner, mais en tout cas, c'est une grosse base que vous aurez avec ce livre blanc. À très vite pour de nouvelles astuces. Oui, bonjour, c'est Tristan de l'agence Geek Tonic. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous présenter un petit peu le livre blanc qu'on a créé pour vous. Ce livre blanc va récapituler vraiment toutes les bonnes pratiques, comment appréhender GA4, faire la différence aussi avec l'ancienne version Universal Analytics. Et aussi, on fera des petits cas pratiques sur les nouvelles sections, les sections acquisition, la section événements qui va être très importante. Et aussi, on va explorer les nouvelles sections de GA4 qui sont personnalisables et qui sont vraiment très sympathiques. Petite introduction déjà, comme vous le savez, donc Google met à disposition des outils pour collecter les données des utilisateurs et pour faire remonter ces données à travers différents rapports, pour étudier un certain comportement afin d'optimiser déjà le parcours utilisateur, optimiser son site, voir comment son site fonctionne et puis bien entendu favoriser les conversions. Donc globalement, pourquoi on a fait ce livre blanc aujourd'hui, c'est que dès le 1er juillet de cette année, donc l'ancienne version Universal Analytics arrêtera de collecter les données. Donc vous pourrez toujours l'utiliser, mais vous n'aurez plus de remontée d'informations, ce qui fait que vous ne pourrez plus continuer d'analyser votre site et vous n'aurez plus d'interaction avec vos utilisateurs. Donc ça, c'est très important de passer vite à GA4 pour essayer de comprendre les bonnes pratiques et de démarrer dans de bonnes conditions. Globalement, c'est à peu près le même système. GA4 n'a pas réinventé la roue, ça collecte toujours des cookies de manière peut-être un peu plus autonome et avec ces cookies, on va pouvoir prendre des données et qui seront répertoriées vraiment dans toutes les sections de Google qu'on va pouvoir un petit peu personnaliser. Ça met en place aussi des fonctions de recherche un peu améliorées pour trouver ce qu'on retrouve. Google met toujours à disposition des ressources qui sont quand même pertinentes. Donc on a essayé nous déjà de vous faire un petit récap dans ce livre blanc. Ça reste globalement du Google, donc ils sont quand même très clairs là-dessus et c'est toujours assez simple d'utiliser leurs outils. Globalement, rien de nouveau à ce niveau-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre entre l'ancienne et la nouvelle version, c'est que avec GA4, tout va se jouer via une nouvelle métrique qu'on appelle événement. Donc globalement, là, on vous a fait un petit tableau qui fait un petit peu un avant-après. Globalement, il y a beaucoup de données techniques qui sont très détaillées, mais globalement, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que maintenant tout se base sur les événements avec GA4. Alors qu'avant, tout se basait plutôt sur les sessions. C'est ce qui vraiment change de la nouvelle à l'ancienne version. Et il y a aussi, GA4 permet d'utiliser des outils qui sont plus précis, qui sont plus personnalisables et donc qui sont plus appropriés si vous avez vraiment des besoins spécifiques. Détail important, avec Universal Analytics, on avait énormément comme sujet le taux de rebond, donc c'était une interaction par session, et c'était un peu le chiffre clé qu'on employait tout le temps. Et comme je vous l'ai dit maintenant, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle le taux d'engagement, donc c'est à la fois les interactions par section, plus les autres engagements, donc ça peut être les scrolls, les clics, les conversions, tous les événements créés automatiquement par Google. Donc voilà, c'est beaucoup plus large, et c'est vraiment orienté un peu plus macro. Pour retrouver les détails dans la section acquisition de trafic, mais je vous ferai un petit récap plus tard en détail, en réel. Maintenant, pour créer votre propre, faire la transition vraiment concrète, on vous a fait un tutoriel sur comment passer de l'ancienne version à la nouvelle. Il faut savoir que bientôt, ça va être automatique. Si vous allez créer un nouveau compte, ça sera automatiquement sur GA4. Mais c'est pas encore le cas. Google a mis à disposition quand même quelques tutoriels si besoin.
On vous a fait un récap, voilà, vraiment étape par étape pour créer son compte. Mais globalement, ça se passe par quelques boutons, c'est très simple. Je vous ai préparé un petit screenshot, voilà. Donc globalement, vous avez directement dans votre site ici, vous allez dans l'onglet administration en bas à gauche, vous appuyez sur assistant de configuration. Donc normalement, vous aurez déjà un pop-up rouge qui vous dira attention, il faut faire la migration, etc. Donc ça va vous rediriger automatiquement. Vous appuyez sur démarrer et ensuite vous aurez une nouvelle petite interface et vous suivez les directions. Mais franchement, en quelques clics, c'est fait. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Et de toute manière, on vous a vraiment mis les étapes par écrit. Donc il n'y a rien vraiment de compliqué à ce niveau-là, sachant que je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà des comptes de créer, donc ça ferait très rapidement. Mais globalement, si jamais vous devez créer quelque chose, faudra toujours renseigner les informations de votre entreprise, la devise, ça va être aussi le nom, ça va être aussi ce que vous souhaitez identifier, donc ça peut être optimiser les ventes, générer des prospects, etc. Puis globalement, ça sera fait dans la foulée. Maintenant, je vous parlais vraiment des événements dans GA4, donc c'est vraiment la donnée essentielle qu'il faudra retenir. C'est tout va passer par là, que ça soit dans la création de vos données, que ce soit dans vos rapports, etc. Donc Google a organisé ces événements en 3 catégories: les événements automatiques, les événements recommandés et les événements personnalisés. Son nom l'indique, les événements automatiques, ça va être tout ce qui est déjà créé, tout ce qui est natif à l'outil. Ça va être vraiment le fer de lance de vos rapports. Ça couvre vraiment un éventail large et on peut vraiment faire plein de choses avec. Il n'y a pas vraiment besoin, à mon sens, de créer des événements un peu plus poussés, du moins dans un premier temps. Mais Google offre quand même cette possibilité via les événements recommandés. Donc ça va être pouvoir créer des événements à partir d'une bibliothèque Google. Google met à disposition une bibliothèque avec le nom des événements, la description et ce que ça fait en général. Donc vous pourrez les importer et créer vos propres événements à partir de cette bibliothèque. On vous a mis aussi des redirections dans notre livre blanc si jamais vous êtes curieux à ce sujet-là. Et on peut même pousser la chose encore plus loin, c'est créer des événements personnalisés. Donc ça, c'est vraiment de A à Z. Donc on donne un nom à l'événement et on passe vraiment, on crée ses propres conditions, on met ses propres valeurs, etc. Si je devais vous montrer ça, donc là, vous voyez sur mon écran, j'ai un compte démo. Vous allez dans administration en bas à gauche. Ensuite, dans l'onglet propriété, vous aurez la petite section événements. Et c'est là déjà où tout se range. Bon, ça on reviendra un peu plus tard. Tous les événements se rangent ici. Et si vous voulez créer un événement, c'est hop, créer un événement ici. Vous devez choisir votre application, que ce soit web, mobile ou Android. Et ici, il y aura un bouton créer votre événement. Bon, là, je suis sur le compte Google, donc il ne me permet pas parce que je n'ai pas les droits. Mais globalement, ça se passe ici. Voilà pour les événements. Globalement, si je devais faire un petit récapitulatif, pour l'instant, vous essayez un peu de faire avec les événements automatiques. Il y a pas vraiment besoin, à mon sens, de créer des événements personnalisés, du moins au début. Après, si vous avez vraiment un parcours utilisateur ou si vous avez vraiment des conditions particulières, rien ne vous empêche de le faire. Mais en tout cas, on a vraiment pas mal d'outils à disposition. Comme je vous venais de vous le montrer, les événements se rangent dans la section appropriée ici. C'est là où vraiment tous les événements se rangent et vous aurez aussi le petit bouton marqué comme conversion. Donc dès que vous allez créer un événement, c'est vous qui vous jugerez si vous devez le marquer comme conversion ou pas. Et globalement, c'est un peu le tableau de bord de vos événements. Hop. Donc, il faudra vraiment avoir une logique sur qu'est-ce que vous voulez créer, quelle est votre stratégie, qu'est-ce que vous voulez faire remonter comme données. On peut faire avec les outils de base. Maintenant, la section acquisition. Donc ça reste aussi un élément très important dans GA4. C'est là où on va voir un petit peu les nombres d'utilisateurs acquis, les taux d'engagement, les nouvelles métriques. Ça va être aussi tout ce qui est tableau de bord avec les graphiques, les données en temps réel. Ça va vraiment donner une première interface et une première lisibilité sur vos données et voir si vous avez quand même des conversions qui sont pertinentes, qui sont à la hausse. Ça permet aussi de suivre certaines tendances. Donc c'est quand même une interface qui est importante. Je vais vous la montrer en direct juste après la présentation. Il y a 3 sections. Il y a la vue d'ensemble, les rapports pour les utilisateurs et aussi les rapports pour les sessions. Je vais vous présenter ça en direct. En haut à gauche, vous avez l'onglet rapport ici, la vue d'ensemble. Vous sélectionnez l'acquisition et là, vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment le tableau de bord. Donc c'est plusieurs sections. C'est une interface différente parce que déjà, il y a plus de données et vous pouvez, avec le bouton de chaque tableau, être redirigé vers la section en question. Donc là, par exemple, on est l'aperçu en temps réel. Donc ça permet vraiment de voir quels sont les utilisateurs de notre site et de permettre un petit peu de voir, de segmenter un petit peu les utilisateurs par continent, par région directement. Ça permet aussi d'avoir un aperçu sur les groupes de canaux. C'est assez simple, mais c'est un peu plus lisible que l'ancienne version. Et ça donne aussi une vision dans le temps. Maintenant, on a l'acquisition utilisateur ici avec toutes les nouvelles données. Donc, comme je vous avais parlé que les engagements, c'était quelque chose de très important. On a les nouveaux utilisateurs, les sessions avec engagement, le taux d'engagement, les sessions, la durée d'engagement moyen et le nombre d'événements. Je vous ai fait aussi un petit descriptif dans le livre blanc ici qui récapitule un petit peu toutes les nouvelles métriques et tout ce qui change vraiment par rapport à avant. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même quelque chose d'assez personnalisable parce que vous pouvez ajouter via le petit bouton plus ici, par exemple, de nouvelles données. Si vous voulez approfondir un petit peu, par exemple, on va mettre âge et là, vous aurez vraiment l'âge
pages par utilisateur. Attention à bien sélectionner aussi dans le tableau le nombre de lignes. Comme ça vous apportera vraiment une précision dans l'acquisition des utilisateurs. Voilà, ça peut être quand même pertinent et libre à vous voilà, de choisir aussi vos filtres en fonction des filtres qui sont déjà de base et de ce que vous pouvez aussi créer vous-même. Maintenant, il y a une petite différence aussi avec l'acquisition de trafic. Globalement, c'est exactement la même interface. Il y a toujours aussi la possibilité voilà, d'apporter vraiment des filtres pour avoir une meilleure granularité. Mais la différence entre les deux, entre l'acquisition d'utilisateur et l'acquisition de trafic, c'est que l'acquisition d'utilisateur, c'est vraiment le comportement des utilisateurs pour la première fois, alors que le trafic, ça se concentre vraiment sur la provenance des nouvelles sessions, que l'utilisateur soit connu ou non. Voilà pour ça. Donc là, je vous ai présenté aussi la fonction filtre qui permet voilà, d'apporter plus de précision et aussi tout ce qu'il faut savoir sur vraiment comprendre le tableau avec les données qui ressortent. Je vous ai aussi évoqué le changement d'interface. Donc avant, on avait une interface un peu plus rigide et maintenant, c'est beaucoup plus centralisé et on va pouvoir voilà, avoir une vue d'ensemble et se dispatcher sur ce qui nous intéresse ou non. Maintenant, les autres apports, les chemins de conversion. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau dans GA4. Donc ça permet d'avoir un aperçu détaillé sur le parcours utilisateur en fonction de là où il vient, que ce soit l'organique, enfin le SEO classique, ça peut être aussi direct, pur et dur, ça peut être aussi avec les ads, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment un aperçu sur le meilleur canal d'acquisition et aussi d'avoir des tendances. Maintenant, je vais vous parler de la fonction explorer. Donc ça, c'est aussi un très gros morceau, mais à mon sens, c'est ce qui a le plus d'intérêt parce que c'est ce qui est le plus personnalisable, c'est aussi ce qui est le plus intuitif et c'est un rendu graphique aussi immédiat. Je vais vous faire une petite démo en direct. Avant ça, je vais vous présenter qu'il y a quand même plusieurs formats. Il y a le format libre, le format entonnoir et l'exploration de chemin. Dans le livre blanc, je vous ai mis quelques exemples écrits que on va le refaire ensemble pour vous présenter un petit peu en direct ce que ça vaut. On va repartir sur le compte des démos. Ensuite, vous voyez à gauche dans le menu, on a la fonction explorer. Donc déjà, on va prendre le compte Google e-commerce, ça sera peut-être un peu plus pertinent. On va prendre le format libre ici et vous voyez que directement, vous avez deux colonnes à gauche. Donc c'est là où se rangent toutes les données, toutes les dimensions, toutes les métriques et les segments aussi. Vous avez aussi la date si jamais vous voulez voilà, inspecter une date particulière. On va rester sur cette date-là. Et globalement, à droite, c'est là où vous allez ranger vos colonnes et c'est là où vous allez un petit peu jouer avec vos données. Et à droite, vous aurez un rendu en temps réel. On va faire un petit test sur format libre. Si je devais pas vraiment partir de zéro et que je devais vraiment, on va partir par exemple sur pays. Ça fonctionne vraiment en drag and drop. Vous devez partir de vos dimensions et vous voyez qu'ici à droite, on a des éléments sur brillance et c'est là où il faut les déposer. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. On va prendre par exemple pays, on va prendre catégorie d'appareil et en valeur où il y avait déjà utilisateur actif de base. Et vous voyez qu'ici, vous avez des données en temps réel et c'est vraiment personnalisable. Donc après, vous pouvez, libre à vous aussi de changer le nom. C'est pas mal pour faire ressortir certaines informations. On peut prendre aussi, par exemple, les nombres d'événements qu'on va disposer ici, etc. L'intérêt de cette fonction explorer, c'est que vous pouvez vraiment rajouter ce que vous voulez. Ici, dans le bouton plus à côté des dimensions, il y a toute une bibliothèque à disposition. Donc là, il y a vraiment un choix énorme entre les événements, le e-commerce, par exemple, que ce soit les catégories d'articles, les données démographiques. Ça peut être aussi l'heure, ça peut être des choses peut-être un peu plus formelles, les zones géographiques, etc. Donc libre à vous de choisir vraiment ce qui vous intéresse et ce que vous voulez faire remonter. Par exemple, on va prendre âge, j'appuie ici, on va importer. Et vous voyez que maintenant, dans ma colonne dimension, j'ai les âges. On va, par exemple, faire ça et mon données se met à jour automatiquement. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est vraiment un rapport qu'on va pouvoir créer soi-même. Donc si jamais vous avez des objectifs ou des stratégies à mettre en place et que vous devez faire des comptes rendus, ça permet vraiment de créer son rapport et de pouvoir l'exporter facilement. À noter qu'il y a aussi des petites différenciations entre, vous voyez en bas, des types de cellules, vous pouvez utiliser les cartes de densité. Donc ça, quand vous avez vraiment des données avec croisement, ça permet de faire ressortir l'information peut-être un peu plus rapidement. Et ça permet vraiment de voir ce qui ressort le plus. C'est en mon sens, c'est vraiment une fonctionnalité sympathique et il y a bien entendu plusieurs formats de visualisation. Attention, on aura certaines données voilà, qui seront incompatibles. On peut pas mettre en avant toutes les données dans certains en fonction de certaines visualisations. Donc, faut faire attention à ça. Voilà pour la fonction explorer. Maintenant, je vais vous présenter la fonction entonnoir. Donc attendez, je repars un petit peu dans le livre blanc. Je vous ai fait de toute façon un récap, on vous a fait un récap par écrit. Maintenant la fonction entonnoir, donc ça fonctionne vraiment par condition, ça va être vraiment dans le parcours utilisateur. Je vais vous faire un exemple avec vous, on va partir du principe qu'un utilisateur voit un produit, veut le mettre dans son panier, procède au checkout et paye son panier. Donc globalement ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir dans la fonction explorer ici. On va sélectionner l'exploration de l'entonnoir. Et vous voyez que c'est exactement la même interface qu'avant. Donc à gauche les données, à droite la deuxième colonne c'est là où on va ranger nos données et à droite on aura vraiment la prévisualisation de nos données.
Donc je vais partir sur quelque chose de nouveau. Donc les étapes ici, c'est là où tout se joue globalement. Vous appuyez sur le crayon pour créer vraiment vos conditions. Donc là, vous pouvez renommer vos données. On va taper par exemple thème vue. Vous appuyez sur le bouton conditions et là vous cherchez l'événement UITime. Vous ajoutez une étape. Là, vous pouvez voir à droite que déjà vous avez un récapitulatif avec le nombre d'utilisateurs concernés. Ça vous donne déjà une petite estimation. Après, on va mettre voilà add to cart. Donc ajout au panier. Vous renommez à chaque fois vos événements comme ça, c'est plus lisible. Après, on va procédure de paiement. Hop, vous ajoutez, je vais remettre là, ce sera plus lisible. Hop, begin, ici begin checkout. Et la dernière étape, on va mettre paiement et on va prendre la condition purchase. Bon, vu que c'est le compte démo, bien entendu c'est en anglais, mais je pense que vous êtes familier avec ça. Vous appliquez vos étapes et ensuite vous voyez que ça s'actualise et vous aurez vraiment une visualisation en mandante en noir, donc vous aurez étape par étape. Donc ici on a 16 000 utilisateurs concernés. Sur les 16 000, il y en a 2500 qui ont ajouté au panier l'item concerné. Parmi les 2500, il y en a 1100 qui ont fait le paiement et parmi les 1100, enfin qui ont procédé au paiement et parmi les 1100, il y en a les 500 et quelques qui ont vraiment payé, qui ont finalisé la transaction. Donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet vraiment d'avoir, comme je vous l'ai dit, de se mettre dans la peau de l'utilisateur et de voir là où ça pêche et pour pouvoir optimiser notre site d'un point de vue UX, aussi d'un point de vue peut-être d'interface. Ça permet aussi de repérer quelques bugs. Voilà, j'ai fait exactement le même cas pratique, mais globalement c'est un cas pratique qui est vraiment assez générique et qui marche à peu près avec tout. Ce qui est bien aussi dans cette section, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir un aperçu dans le temps. Vous voyez ici, visualisation, vous mettez entonnoir de conversion la plus utilisée et vous aurez un aperçu dans le temps. Donc là, globalement, c'est très bien si, par exemple, demain, vous mettez promotion, vous voulez voir s'il y a vraiment un rendu comparé à la semaine dernière, je sais pas, où vous changez vos pages produits, vous améliorez voilà, le descriptif de vos pages produits, même l'interface de la fonctionnalité paiement. Ça permet vraiment d'avoir un élément visuel concret pour voir si le changement déployé est efficace ou non. Aussi, petite dernière chose, je vais remettre l'élément, donc l'entonnoir d'avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entonnoirs, ça fonctionne étape par étape, comme on l'a vu précédemment. Il y a une petite fonctionnalité, ouvrir l'entonnoir de conversion. Donc ça, c'est un petit détail, mais ça permet d'ajouter plus d'utilisateurs dans le rendu, c'est-à-dire qu'on va rajouter les utilisateurs qui arrivent en cours de route. Donc ça c'est important parce que par exemple on peut avoir une personne qui va peut-être ajouter directement au panier un item sans l'avoir vu ou qui va peut-être procéder directement au paiement. Ça c'est quand même un petit détail qui a son importance et on l'a vraiment mis dans notre livre blanc. Il y a quand même une petite nuance à comprendre, donc on a fait un tableau voilà, qui récapitule vraiment le comportement que met Google en avant. Il faut savoir que l'utilisateur doit vraiment finaliser à partir de la dernière étape. Donc voilà, c'est une petite nuance, mais c'est important de le connaître. Voilà, je vous ai fait un petit compte rendu de notre livre blanc et des fonctionnalités vraiment principales de GA4. Globalement, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations, mais on a vraiment hiérarchisé les informations et on a vraiment détaillé au maximum toutes les bonnes pratiques à faire pour vraiment maîtriser GA4. Et il restera, à partir du moment où je fais cette vidéo, donc on est fin juin, il reste maintenant un peu plus d'une semaine avant la fin des données, donc c'est vraiment prochainement qu'il faut se mettre au pas. Je vous remercie et n'hésitez pas aussi à commenter notre post LinkedIn. On a fait un petit post LinkedIn si on vous enverra directement le livre blanc, mais n'hésitez pas aussi à nous suivre sur LinkedIn. On met vraiment toutes les actualités, que ce soit sur GA4 ou sur autre chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que GA4 est encore en période d'apprentissage. Il y a encore des petits bugs à droite à gauche. Il y a encore des fonctionnalités qui ne sont pas encore finalisées. Nous, dès qu'on aura des nouvelles pour ce sujet-là, on le mettra en avant sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Je vous remercie.